Alors, aujourd'hui, on va parler de texture. Donc, on avait vu la dernière fois les descripteurs couleurs. On va voir maintenant les descripteurs de texture et les descripteurs de forme. D'abord, c'est quoi une texture? Une texture, c'est... D'abord, on ne parle pas de la texture d'un point. La texture, c'est une propriété. Par essence, c'est une propriété de voisinage. C'est quoi une propriété de voisinage? Là, par exemple, je vois du marbre. Là, je vois... C'est la mer. Là, je vois Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, là, j'ai oublié le nom. Je vois de l'herbe, je vois une peau de lézard, là je vois des fleurs, là je vois, et à un moment donné, est-ce que j'ai des, là c'est un, il y a des briques. Alors ça, c'est une texture, c'est quoi? C'est une certaine répartition des intensités. Donc quand on parle de répartition, donc on parle de voisinage et on est dans l'espace. L'espace, c'est là, c'est-à-dire je suis en 2D. C'est une certaine répartition des intensités. C'est pas forcément quelque chose, donc si c'était quelque chose qui aurait une couleur unie, je ne pourrais pas parler de texture. La texture, il y a une notion de relief quand on parle de texture. Donc là, vous avez différentes textures. Celles qui sont présentes ici en haut, complètement à gauche, c'est des textures naturelles. Alors ça, c'est des textures dont on dit qu'elles sont régulières. Elles peuvent être naturelles comme elles peuvent être artificielles. Ça, c'est des textures, on parle de textures aléatoires, stochastiques, c'est-à-dire on se dit que la texture, elle est composée de petits éléments ici, et ces petits éléments, ils sont répartis différemment. Là, les pierres sont réparties, elles ont déjà des tailles différentes, et là, ça s'appelle comment ça déjà? Rappelez-le-moi. Le hummus. Comment on l'appelle? Ben, j'ai oublié son nom. Pas grave. Si quelqu'un de vous... Vous avez ici donc des olives, vous avez ici des fleurs dont je ne connais pas le nom. Et là, on dit que c'est aléatoire. On dit, alors, rappelez-vous, on a étudié les processus aléatoires où on parle aussi de stochastique. Donc, on parle ici de texture stochastique parce que on voit que c'est le même phénomène, ça c'est du sable. On voit que c'est le même phénomène, sauf que là, les grains, pardon, là, l'herbe, elle est, les brins d'herbe sont, sont couchés différemment. Ici, on parle de texture légèrement, on parle aussi de texture homogène. C'est-à-dire, en fait, quand on parle des textures, on peut les diviser de plusieurs façons. Je pourrais parler de texture naturelle, de texture artificielle. Je peux parler de texture régulière, de texture qui ne sont pas. Je peux parler de texture aléatoire. Celles-ci ne le sont pas. Ça, c'est une texture, mais elle n'est pas aléatoire. Il y a un motif qui est en train de se répéter, mais il se répète de façon régulière. Celles-ci, on dit, c'est des textures faiblement homogènes. On voit que c'est la même chose, mais ce n'est pas exactement la même chose. On voit ici que le grillage n'est pas exactement le même. Les nuages qui sont là ne sont pas répartis de la même façon. Alors, quand on parle de texture, assez souvent les gens se disent, bon, après tout, qu'est-ce que je vais en faire et quelle sera son utilité? Je vais vous donner un petit exemple, mais avant d'y arriver, je vais vous montrer ces deux images. Si on vous demande de calculer l'histogramme ici, si vous faites l'histogramme de cette image, de celle-ci, de celle-là, vous aurez le même histogramme. Donc ça veut dire que le descripteur couleur, il va faillir ici. Parce que regardez, là, on va supposer que la taille de l'image, que j'ai un certain nombre de points, n fois m. Et bien sur les n fois m, donc c'est la même, vous avez n fois m points sur 2 qui sont noirs. Donc vous aurez un grand pic ici. N fois m sur 2, voilà, vous aurez quelque chose comme ça à 0. Et vous aurez quelque chose ici, aussi, pardon, n fois m sur 2 qui serait ici à 255. Et si vous vous fiez à l'histogramme pour différencier, comme on l'avait fait la dernière fois, on avait utilisé le Camins juste en utilisant les composantes couleurs, et ben ici ça vous donnera toujours la même chose. Parce qu'on est d'abord d'accord que la quantité de noir et la quantité de blanc est identique. Si vous prenez ceux deux-là, ça vous donnera ça. La moitié de l'image, elle est composée d'une couleur blanche, donc on va dire 255, et l'autre moitié, c'est noir. Pareil pour le damier ou l'échiquier. Vous avez autant de blanc que de noir. Du coup, si vous faites votre histogramme, ce ne sera pas un descripteur utile. Si vous faites un histogramme, l'histogramme de ces trois images est identique. Par contre, si j'arrive à calculer la répartition des intensités donc dans un voisinage, je vais prendre par exemple un voisinage comme ça, ce voisinage est différent de ce voisinage et différent de ce voisinage. C'est pour ça qu'on dit que la texture est une propriété de voisinage. En fait, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de caractériser la répartition des intensités sur un voisinage. Alors, donc, je voulais juste vous donner à titre d'exemple pour ceux qui, bon,
Non, bien sûr, certains d'entre vous n'étaient peut-être pas même pas nés en 1994. Les premiers jeux avec FIFA, vous aviez ça. Et puis au fur de là, j'ai pris une image, j'ai voulu juste voir l'historique, parce que c'était un jeu que enfin un jeu auquel mes enfants ont longtemps joué sur une play. Donc j'ai cherché l'historique juste pour vous montrer. Regardez ce qui se passe. Regardez la résolution. Donc déjà vous avez plus de points dans les pixels, mais regardez le gazon ici, le gazon là et le gazon ici. La texture fixe, vous avez un réalisme qui va être augmenté. Donc pour les gens qui font les jeux, c'est très important de pouvoir synthétiser. Donc à ce moment-là, on fait de la synthèse, on synthétise une texture et on fait du mappage. C'est-à-dire j'ai un truc 3D, et puis je vais l'envelopper d'une texture. Ça, c'est un jeu auquel moi j'ai joué parce que c'est assez vieux et j'ai mis justement celle-là, j'ai joué à cette version. Ça s'appelait, donc on l'appelait le Prince, nous, donc Prince of Persia. Et regardez juste les différentes évolutions du jeu. Regardez comment les textures, ici c'était que des points au départ. Je crois que c'était sur une Game Boy, je ne me rappelle plus. Parce qu'après nous, bon, de mon temps, on avait des émulateurs qui faisaient que sur le PC, on pouvait jouer à des jeux qui étaient sur enfin sur Nintendo, je sais pas si ça existait à l'époque, sur une Play ou sur des émulateurs qui faisaient que vous pouviez jouer sur votre jeu sur un ordinateur. Si je compare la version de Prince of Persia ici et celle de 2021, regardez le réalisme, et le réalisme vient entre autres, c'est vrai, il y a une meilleure résolution des points par pixel. Rappelez-vous la résolution, c'est le nombre de points par unité de surface. Bien sûr, les écrans étant plus performants, je peux afficher, les cartes graphiques étant aussi plus performantes, je peux afficher un plus grand nombre de points. Mais ce qui fait le réalisme, regardez ici le pantalon, c'est la texture. C'est ça qui fait ici pareil pour la peau. Si vous comparez la couleur de la peau d'une personne et d'une autre, la texture de la peau fait que les, comment dire, la perception est différente. Donc la texture est une caractéristique très importante. Donc je vous ai montré ça. Et il y avait d'autres jeux, Doom, Resident Evil, je ne sais pas si ça existe toujours, mais à l'époque, moi j'ai plus joué à ça, à Prince of Persia. Alors, maintenant, donc les applications dont je vous disais, ça c'était pour faire la synthèse de texture. Mais on fait de l'analyse de texture alors, entre autres, pour détecter des visages, pour traquer des objets dans des vidéos, pour faire le diagnostic des produits. Par exemple, vous êtes en train de créer un produit, une usine, et puis il y a une petite zone qui est défectueuse ici. L'analyse de texture va vous montrer que la pièce est défectueuse. Pourquoi c'est de l'analyse de texture? Parce que ce que vous allez voir, c'est un grain ici, cet objet-là, c'est la même couleur. On va dire qu'il est bleu. Je sais pas, c'est du manufacturage et j'ai fait quelque chose. Quelque chose a été conçu. Allez, je vais prendre l'exemple d'une bassine. Alors, vous avez une bassine qui est bleue. Et puis, il y a un défaut sur la bassine. Comment vous allez le détecter? C'est toujours bleu. Sauf que ce bleu-là, ici, vous aurez une répartition différente. Là, c'était lisse et vous aurez ici un genre de grain, quelque chose d'irrégulier. Alors, quand on fait de l'analyse médicale, je sais pas, c'est l'exemple qui me vient à l'esprit parce que je l'ai vu assez souvent quand on détecte par exemple des cancers, des tumeurs. En fait, c'est un même tissu. Vous avez un même tissu, sauf que la répartition des cellules va être ou du tissu en lui-même va être différente. Et ce qui fait que ça permet de faire des diagnostics. En télédétection, j'ai deux doctorantes qui ont travaillé sur, on appelle ça CBIR, c'est Content Based Image Retrieval. C'est de retrouver le contenu d'une image sans la noter. C'est-à-dire, on essaye, par exemple, je lui donne cette image, il va me dire que c'est une image d'avion, l'aéroport, ça c'est des terrains de golf. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On va utiliser des descripteurs couleurs, des descripteurs de texture et parfois on combine des descripteurs de forme. On appelle ça, vous le faites avec Google Lens, vous lui donnez une image, moi en tout cas je l'utilise avec Google Lens, quand je lui donne une image et il va chercher cette image. En fait, vous faites de la reconnaissance et il reconnaît les images à travers le contenu. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait? Avant, on faisait de la notation. Là, regardez, c'est de l'agriculture. Elles sont toutes différentes. Comment reconnaître? Si vous utilisez de la couleur ici pour une plage, ici c'est bleu et marron, ici c'est vert, comment vous allez le faire? En fait, on va le faire grâce à la couleur, entre autres, mais aussi grâce à la texture. Et on va voir après la forme. Pareil, je le fais aussi avec des doctorants, on détecte la maladie des maladies des plantes, par exemple.
Et bien c'est pareil aussi, vous avez une surface, vous avez donc une plante qui est peut-être saine et l'autre qui ne l'est pas. Sur une surface, vous allez avoir quelque chose. Parfois, vous pouvez avoir une tache, mais parfois, ce que pour une plante, vous n'avez pas une tache. Il y a une chenille qui a mangé une partie de la plante, et donc vous allez trouver des irrégularités, et la texture, justement, va vous permettre de détecter ces irrégularités. Alors, des descripteurs de texture, je vais peut-être passer rapidement ici, je vais vous montrer qu'il y en a. Regardez, alors vous pouvez utiliser soit la bibliothèque de PyFit, qui utilise la bibliothèque de Taromas, je vais vous le montrer tout à l'heure, sauf que quand je l'ai installé, il fallait aussi que j'installe une autre version de Visual Studio. Si vous souhaitez l'installer, je vous montrerai comment, parce qu'il y a un bug, et de toute façon sur les forums, on vous montre comment le faire. Sinon, il y a plus simple. Vous pouvez utiliser le toolkit d'images qui existe déjà défini dans Python. Donc sur Ski Image, regardez tout ça, c'est des descripteurs soit de texture, alors que je ne me trompe pas, tout ça c'est des descripteurs soit de texture, soit de forme. Alors moi je vais en vous proposer deux. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Alors la matrice de co-occurrence, elle a été inventée par quelqu'un qui s'appelle Haralik en 73. Genre c'est la base. Il y a eu les paramètres de Lowe's, mais bon, quand j'ai commencé à travailler avec la matrice de co-occurrence. Parce qu'en fait, l'idée est simple. L'histogramme, c'est quoi? C'était le nombre de couleurs dans l'image, sans regarder la répartition. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va faire un histogramme bidimensionnel. C'est quoi? C'est de dire combien de fois j'ai un à côté de un, combien de fois j'ai un à côté de 5, combien de fois j'ai 5 à côté de 6. Là, j'ai choisi donc la direction horizontale, donc c'est 0 degré, et j'ai choisi une distance de 1. Mais vous pouvez faire toutes les combinaisons possibles. Je peux voir par exemple combien de fois j'ai chaque paire, mais avec une distance de 2. Donc je vais voir combien de fois. Alors c'est toutes les intensités. Ici on a pris 8. Donc vous avez 8 intensités et vous allez chercher toutes les paires. Ça veut dire quoi toutes les paires? Je vais revenir à l'horizontale, vous expliquer après comment on fait en vertical. Ici je vais chercher combien de fois j'ai un 1. Alors je l'ai une fois. Est-ce que j'ai encore un à côté de 1? Non. Donc, je vais écrire 1. Donc, c'est un histogramme bidimensionnel. Sauf qu'il nécessite le choix d'une direction et le choix d'une distance. Comme il y a beaucoup de possibilités, c'est pour ça qu'après on a trouvé d'autres descripteurs comme la LBP qu'on va présenter tout à l'heure, qui fait que vous n'avez pas besoin de tester autant de combinaisons. Donc, je reprends ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher combien de fois, si je regarde ici, ça et ça, c'est-à-dire combien de fois j'ai un à côté de 2. Alors, 1, je cherche d'abord les 1. Ah oui, j'ai un à côté de 2 une fois et j'ai un à côté de 2 deux fois. Donc, on va écrire ici 2. Je vais chercher combien de fois j'ai un à côté de 0, de 3. Ben jamais, donc il y aura 0. Combien de fois j'ai un à côté de 4? Pareil, jamais, parce que vous faites tous les 1, ils sont là. Donc ça veut dire, si, non, pas tous. Il y a encore apparemment un que j'ai pas vu. Oui, il y a celui-là. Il y a un 1 à côté de 5. Et je mettrai ici 1. Les autres sont nuls. Et je vais faire pareil pour la deuxième paire. Ça veut dire quoi? Je vais faire pareil pour la deuxième ligne. Ici, je vais chercher combien de fois j'ai 2 à côté de 1. C'est-à-dire que je suis en train de faire la distinction entre 1 à côté de 2 et 2 à côté de 1. Et là, je regarde, est-ce que j'ai 2 à côté de 1? Non, je ne l'ai pas. Donc, on dit que là, c'est une matrice qui n'est pas symétrique. Si vous ne faites pas la distinction entre matrices, c'est-à-dire vous ne faites pas la distinction entre 0 degré et 180 degrés, vous allez calculer ce qu'on appelle une matrice. C'est ce qu'on fait en général. Je vous ai vraiment pris la base de la base. On calcule une matrice symétrique. Alors, c'est quoi une matrice symétrique? Ça veut dire que si 1 est à côté de 2 ou 2 à côté de 1, je vais faire la somme du nombre de fois que 1 est à côté de 2, plus la somme du nombre de fois que 2 est à côté de 1. À ce moment-là, j'écrirai ici, donc je dis 1, 2 ou 2, 1 c'est pareil. Alors j'écrirai ici 2. Je suis en train de calculer une matrice symétrique. Voilà pour la matrice. Sauf que maintenant, si vous l'utilisez comme ça, donc vous imaginez que nous, on a 0 à 255 niveaux de gris, ça fait quand même quelque chose d'assez lourd. Donc, et assez souvent, ce que vous allez trouver tous les éléments qui sont pratiquement ici, dans la diagonale principale, parce que l'image est composée essentiellement de zones homogènes. Ça veut dire quoi, zone homogène? Vous trouverez souvent 4 à côté de 4, 5 à côté de 5. Donc, vous trouverez votre matrice qui sera comme ça. Alors, Ali, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit quand même, comparer une matrice avec une matrice, ça va être quand même lourd.
Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a calculé à partir de là, comment on peut le faire pour l'histogramme. Rappelez-vous, l'histogramme peut calculer la moyenne, la variance. On l'a fait quand on a fait les processus aléatoires. Eh bien, il a calculé des paramètres. Mais n'oubliez pas, c'est une matrice bidimensionnelle. Donc, là, la probabilité, c'est PIJ. I pour les lignes, J pour les colonnes. En fait, à l'origine, lui, je vais vous les montrer. Je les ai mis en annexe juste tout à l'heure. Il a fait 13 paramètres. Alors, je les ai mis en annexe. Les voici. Alors, il a calculé, donc, il a proposé de calculer l'énergie, il a proposé de calculer le contraste. L'énergie, on sait ce que c'est. Nous, on sait que l'énergie, c'est somme des x de n au carré. Bah, c'est somme des probabilités au carré, ce qui est somme toute logique. Il calcule le contraste. Le contraste, c'est, s'il y a un contraste, ça veut dire qu'il y a un changement. Donc, c'est I moins J. La corrélation, on connaît la définition de la corrélation. Une corrélation, vous calculez donc la somme, c'est des x moins mu de x, le tout somme au carré. Sauf que lui, il la normalise, il la divise par sigma. C'est comme si vous calculiez le coefficient de corrélation, ρ de xy. La variance, ça c'est une définition qu'on connaît. On connaît la définition de la moyenne. Où est-ce qu'elle est ici, la moyenne? Il doit être... Non, il a mis moyenne des sommes. Juste pour vous montrer, mais sauf que ces 13 paramètres-là, normalement 13, mais là j'en vois 14. Ces 14 paramètres-là, ils sont fortement corrélés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En général, on restreint notre étude. Je vais vous dire pourquoi ils sont corrélés. Je vais vous donner un exemple de suite. Regardez, juste au niveau des formulations. Alors, je vais vous dire pourquoi ils sont corrélés. Alors, normalement, l'énergie et le angular second moment, alors c'est ASL, il faut que je le trouve. C'est juste la racine. Alors, j'arrive pas à le trouver ici directement dans le tableau. Ok, je vais vous en montrer un autre corrélé. Regardez, celui-là, vous avez I moins J au carré. Et celui-là, vous avez... Où est-ce qu'il est? Ici, le voici, celui-là. En fait, I moins J, sauf que vous l'avez mis sur le dénominateur. Ça veut dire que c'est des paramètres qui ont une corrélation inverse. Lorsque celui-là sera grand, celui-là sera petit. Et donc, comme les paramètres sont corrélés, on a restreint l'utilisation aux paramètres les plus décorrélés. Je reviens à ceux que j'ai mis. Les voici. Donc, regardez ici, ça c'est le contraste. Donc, ça c'est l'entropie. Vous avez l'habitude de l'utiliser pour le codage. Donc, c'est PIJ log de PIJ, comme les valeurs sont petites. C'est pour ça que quand vous avez des valeurs qui sont plus petites que 1, parce que PIJ est normalisé, les valeurs, on divise après par le total. C'est-à-dire, toutes ces valeurs seront divisées par 64. Comme la valeur est négative, vous avez un moins. Donc, ça c'est l'énergie. Ça, c'est l'homogénéité qui est quand même corrélée au contraste, légèrement corrélée au contraste, on va le voir tout à l'heure. La corrélation, et là, ce ne sont pas de paramètres d'Aralix, c'est des paramètres qui ont été rajoutés plus tard. En fait, c'est comme la corrélation, sauf que c'est des statistiques d'ordre 3 et d'ordre 4. Je vais vous montrer juste ce que j'ai fait ici. En fait, là, j'ai utilisé la bibliothèque PyFit. Je vais vous montrer le programme et on va en discuter. J'ai utilisé la bibliothèque PyFit, et où il me permettait de calculer les 13 pas. Alors, est-ce qu'il y en a bien 13? 8, alors 8, 9, 10, 11, 12. Bah, apparemment, il en calcule 12. Il calcule 12 paramètres d'Aralic. Alors, j'ai dit que si vous voulez utiliser la bibliothèque PyFit, vous devez importer la bibliothèque Maotas. En fait, ici, avec la bibliothèque Maotas, il calcule tous ces paramètres. Quelqu'un a développé la bibliothèque PyFit. En fait, il les a juste réécrit ces fonctions pour calculer éventuellement la moyenne des matrices de co-occurrence. J'ai dit, je préfère, bon, ça c'est ce que j'ai fait au départ, mais je vais vous donner aussi le programme. Moi, j'ai préféré utiliser après, j'ai utilisé celle-là, mais j'ai utilisé SkiImage. Alors, regardez ce que j'ai fait. J'ai pris toujours l'entrée de notre faculté et j'ai pris des régions. Sur ces régions, on a dit que la texture est un paramètre de voisinage. La texture est un paramètre de voisinage. Donc, j'ai pris un voisinage. Sur ce voisinage-là, en fait, j'ai fait exprès. J'ai pris exprès, regardez ici, 1, 2, 3. J'ai pris 3 zones où c'était du vert. Donc, si j'utilise un descripteur couleur, il va me donner la même chose. Sauf que là, c'est les feuilles de palmier. Ça, c'est les... Alors, comment qu'on appelle ça? Le truc, c'est comme du lierre, donc qui pousse contre les murs, et ça, c'est de l'herbe. Et je voulais voir s'il y avait moyen de les différencier, puisque je ne peux pas les différencier à travers la couleur. J'ai pris quand même 2 zones homogènes, ici, une là, et ici, c'est aussi texturé. Alors, juste pour vous montrer ici, la moyenne, ça veut dire qu'il fait la moyenne des zones que vous avez ici. Alors, la moyenne ici, elle est plus élevée là. Pourquoi? Parce que cette zone-là, là, vous avez un carré,
pardon, elle est blanche. Donc, il est normal que cette zone-là, sa moyenne soit la plus élevée. Le contraste de ces images-là, quelles sont celles qui vous semblent? Alors, on va les numéroter. Donc, 0, 1. Enfin, de toute façon, on va basculer sur Python pour que vous les voyez. 6. Quelle est celle qui vous semble le plus contrastée? Contrastée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un jeu de couleurs, il y a un contraste, un changement de couleur. Pour moi, celle qui me paraît le plus contrastée, c'est celle-ci. Là, j'ai du contraste, mais il n'existe qu'ici, donc il ne va pas apparaître. Celle-ci aussi est contrastée, ça veut dire que vous trouvez dans la même image des zones sombres et des zones claires. Celle-là, si je regarde ici, regardez, la valeur là, voilà le contraste. Alors, l'avantage avec la bibliothèque PyFit, c'est qu'il utilise min. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va calculer la matrice de co-occurrence pour les 4 directions, en la considérant symétrique. Donc, 0, 45 degrés. Je reviens ici pour vous montrer juste les directions. Donc, ça, c'est 0. Si vous calculez dans ce sens, c'est 45 degrés. Si vous le faites comme ça, c'est 90 degrés. Et si vous le faites comme ça, c'est 135 degrés. Et il fait la moyenne. On va prendre un autre paramètre, juste pour voir, on va parler tiens, de l'entropie. L'entropie est une mesure de désordre. Donc on va regarder pour quelle valeur elle est élevée, pour quelle valeur elle est faible. Regardez l'entropie. Elle est très faible ici. Pourquoi? Parce que c'est une zone homogène. Plus elle sera grande et plus la zone est texturée. Regardez ici, pour cette zone-là, elle est texturée. Il y a une texture, mais elle est moins... Le relief, là, il y a moins de texture, pas moins de texture, ça reste doux comme changement ici. Donc vous trouvez une valeur plus faible, sauf que les autres valeurs, elles sont beaucoup plus grandes. Voilà, mais je vous ai dit, ah oui, je disais tout à l'heure que certaines caractéristiques étaient corrélées. On va voir lesquelles ici sont corrélées. Ça veut dire quoi corrélées? Ça veut dire qu'elles augmentent pareil et elles diminuent pareil. Alors, je vais essayer de trouver lesquelles sont corrélées. Alors, normalement, angulaire, seconde moment. Alors, où est-ce qu'il est le ASM? Est-ce qu'il est calculé ici? Un min, j'ai laissé une différence entropie, maximum corrélation. Ben, je ne le trouve pas. Je vais exécuter mon programme. Donc, on va basculer sur... Peut-être que je l'ai mis ici. Alors, sur Spider, où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Le programme est assez simple. Alors, regardez. C'est celui d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On lit notre image. Mes étudiants, vous êtes avec moi? Je suis bien en train de partager mon écran. Oui. D'accord, ok. On lit l'image juste pour vous montrer qu'il n'y a rien de spécial. On lit l'image comme d'habitude. On la transforme de BGR vers RGB. Là, j'ai voulu travailler avec une image en niveau de gris. Donc, vous pouvez vous calculer la matrice de concurrence pour chaque bande toute seule. Là, pour moi, c'est une texture. Donc, je n'ai pas essayé d'aller vers les couleurs. Je peux la voir sur l'image en niveau de gris. Et qu'est-ce que j'ai fait ici? Regardez. J'ai juste créé des régions. J'ai donné X et Y et j'ai créé des régions d'intérêt. Et sur ces régions d'intérêt, j'ai rajouté, après sur l'image RGB, j'ai rajouté un triangle juste pour les identifier. Et j'ai mis plot figure 1. Donc dans figure 1, regardez ce qu'on voit. C'est juste notre image avec les 6 régions que j'ai sélectionnées. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là encore, rien de sorcier. J'ai rien fait de spécial. Ensuite, comme j'ai pris combien de régions? Alors j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai mis k égale à 7 et j'ai fait une boucle. Je ne vais pas m'amuser à calculer les paramètres à chaque fois, c'est-à-dire les paramètres en écrivant ces paramètres 7 fois. J'ai juste fait une boucle et je lui ai dit. Donc pour i in range 4, donc tu vas faire ça 6 fois parce qu'il va aller de 0 jusqu'à 6. Et j'ai créé une matrice qui est vide. Alors la matrice, qu'est-ce qu'elle contient? Puisqu'ici, je vais calculer, sur ce qui image, il calcule 6 paramètres. Contraste, dissimilarité, homogénéité, énergie, corrélation et angular second moment. Pardon, angular second moment. On va les voir tout à l'heure. Je vais vous montrer comment utiliser le help par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Donc, je prends une des régions, je calcule la matrice de concurrence et je dérive les paramètres. Lui, quand il calcule les paramètres, il a besoin de la matrice. C'est pour ça que c'est écrit ici GLCM. C'est Grid Level Concurrence Matrix. Donc ici, il calcule la matrice de concurrence. Si vous regardez ici, on va mettre un help, CTRL-I. Alors, il vous dit, vous devez lui donner l'image, vous devez lui donner la distance. On en a parlé, la distance qui sépare les deux que vous voulez comparer. Assez souvent, on utilise une distance de 1, c'est celle qui donne le meilleur résultat. L'angle, là, ça veut dire que c'est 0 degré.
le nombre de niveaux de votre image, donc la matrice de concurrence, elle sera donc de 0 à 255. Et puis ici, vous pouvez lui préciser, est-ce que c'est une matrice bidirectionnelle, donc symétrique? Ça veut dire que ici, vous ne faites pas la distinction entre 0 et 180 degrés. Il va les prendre tous, c'est-à-dire la paire 1, 2 ou la paire 2, 1, pour lui, c'est pareil. Vous pouvez rajouter quelque chose qui s'appelle normed. Alors, normed, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, une fois qu'il a calculé, il peut diviser par le total. Il la normalise pour diviser par le nombre d'occurrences qu'il a trouvé. Alors, ici, ah oui, tout à l'heure, j'ai dit j'ai divisé par 64. Je vais rectifier juste quelque chose. Vous divisez par le nombre d'éléments. Je vais juste rectifier ici. Non, on ne divise pas par 75 parce que quand vous comptez les paires ici, regardez, j'ai combien de paires? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc les possibilités que j'ai ici, que je ne dise pas ici, c'est surtout là, on ne divise pas par 64, pardon, je divise par le nombre de possibilités. Donc j'ai 1 avec 1 avec 5, 5 avec 1. Donc ici j'ai une fois une paire, deux paires, trois paires, quatre paires. Et je vais faire ça 4 fois. Donc je rectifie, on divise par 16. Voilà ce qu'il va faire. Je reviens ici. Donc là, j'ai mis, chaque fois que je calcule une propriété, je la mets dans I. C'est-à-dire pour chaque I, donc ça veut dire dans contraste, il sera toujours dans le vecteur 0. Dissimilarité, il sera dans la colonne 1. L'autre dans la colonne 3, 4, 5. Je regarde ici l'explorateur de variables, juste pour vous montrer que contient propre. J'ai mis c'était propriétés, donc j'ai écrit propre. Alors, juste pour vous montrer ici. En fait, c'est une matrice 6 fois. Alors, je sais pas que je n'ai pas calculé ailleurs. Donc, j'ai 6 paramètres et j'ai normalement, alors, juste pour vérifier combien de zones j'ai prises. Je m'attendais à trouver 7. Je vérifie juste combien de rectangles j'ai pris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je devrais trouver, il y a quelque chose qui me manque. Non, je vérifie juste quelque chose. Alors, normalement, sur la colonne, j'ai dit sur la colonne, donc 0, je dois trouver le contraste. Donc ça, oui, mais pourquoi il ne va pas jusqu'à... Il y a quelque chose qui me gêne. Il aurait dû... Je vais réexécuter juste pour vérifier quelque chose. Je vais juste mettre ça... Ah oui, oui. Je vais mettre ça en compte. Je vous explique pourquoi. Parce que ici, j'ai mis k égale 6. Donc, je vais rectifier. Même ici, je devrais avoir 7. J'ai pris, je crois, 7 zones. Bon, attendez. Parce qu'il a pris la dernière valeur de propre. Donc, j'en mets ça en commentaire. Parce que je suis en train de voir celui-là. Je ne suis pas en train de voir... j'ai exécuté tout mon programme. Je mets ça en commentaire. On réexécute. Parce que c'est pas normal. On va regarder ses propriétés. On revient à propre. Propre. Voilà. Donc, j'ai effectivement... Il l'a fait 7 fois. Donc, ici, ça, c'est la valeur de contraste. Celle-ci de dissimilarité. Celle-ci d'homogénéité, énergie, corrélation et second moment angulaire. Il l'a fait pour combien de fois? Il l'a fait 7 fois, puisque j'ai pris 7 carrés. Ce que je vous ai affiché, et on lui a demandé, donc juste pour que je les reconnaisse, au moment où j'ai ploté les figures, j'ai rajouté une étiquette pour dire, voilà, tu me le dessines, je ne vais pas m'amuser à revenir vers le programme et savoir quel est le premier. Donc ici, c'est ce qu'on a affiché là, voilà. Mais cette région, donc moi j'en ai pris 7, et la valeur de contraste pour chacune des régions. Celle-ci, c'est pour 0, c'est pour ça que je vous ai mis 2, 3, 4, 5 ici. Donc, je voulais vous montrer quelque chose. L'énergie et le second moment angulaire sont très fortement corrélés. L'avantage, quand vous calculez l'énergie, c'est que vous arrivez à voir les petites différences qu'il y a là. C'est parce que quand vous prenez la racine carrée de quelque chose, imaginons que vous ayez 6. Vous avez 6, ça devient 64. Vous avez 10, ça devient 100. Vous avez une très forte dynamique entre 64 et 100. Mais vous avez une plus faible dynamique entre 6 et 10. Je vous montre juste, si vous souhaitez les recalculer, comment vous allez faire. Donc vous venez ici, vous faites CTRL-I. Quand vous voulez le help, vous appuyez dessus et il vous donne la définition du contraste, de la dissimilarité. Regardez, contraste et dissimilarité, c'est presque la même chose. Là, on fait au carré, là, on prend valeur absolue. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? La dynamique ici, elle est plus petite. Donc, je vais distinguer les faibles valeurs parce que ici, elles sont grandes. Donc, je verrai de très grandes différences. Donc, c'est les valeurs qui sont petites ici, surtout les valeurs où c'est homogène, elles seront nulles. Ici, vous allez faire la dynamique est plus grande.
N'empêche que ce paramètre, je vois que c'est I-J, donc il est inversement corrélé à celui-là. Regardez, pareil, ASM et énergie. Le second moment angulaire, c'est la somme de ça au carré. Et l'ASM, c'est rien d'autre que la racine de ça. Sauf si je reviens dessus sur la figure, regardez, on voit mieux. L'avantage avec l'énergie, ces petites différences-là, parce qu'ici c'est au carré, là je ne la voyais plus. Elle est très très grande. Très grande. Je n'arrivais plus à faire la distinction entre celles-là. Mais comme je fais la racine carrée, j'arrive à voir les petites différences. On a dit que contraste et dissimilarité sont liés. Justement, regardez ici. C'est petit, ensuite ça augmente, ensuite ça diminue, ça diminue. L'un c'est race au carré et l'autre c'est valeur absolue. Alors, dans le programme, en fait, j'ai fait deux choses. Je voulais faire deux tests. J'ai calculé cette matrice de co-occurrence pour des zones que j'ai choisies. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une segmentation. Je me suis dit, tiens, pourquoi je ne calculerai pas ces paramètres? Je vais vous enlever ça. Ça aussi, j'ai découvert. Si vous mettez dièse, des points deux fois pourcentage, ça vous fait... Je ne connaissais pas. Donc, j'ai découvert ça à travers un programme que j'ai dû copier. Et voilà. Donc, regardez ce que j'ai fait ici. J'ai pris la même image, je l'ai segmentée. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé les paramètres. C'est le même programme, exactement le même programme. Sauf que je n'ai pas pris de carré. J'ai pris les zones qui ont été segmentées. Pour que ce soit plus clair, je vais vous le montrer ici. Faites ce que j'ai fait. Non, c'est pas ça. Ah oui. Je suis en train de dire vous le montrer alors que je ne l'ai pas exécuté. Je vais exécuter le programme. Il met du temps. Oui, j'ai oublié que le camis prend un peu de temps. Bon, j'ai pris 6 classes. Alors, regardez ce que j'ai fait. Je voulais mettre, juste assembler les différents programmes qu'on a déjà fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'image, je l'ai segmenté, ça on sait déjà le faire. Quand on utilise le camis, on lui donne le nombre de clusters et lui, il va faire des regroupements, il va trouver le centre des clusters. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Pour chacun de ceux-là, j'ai créé un masque. C'est-à-dire, là où c'était 0, j'ai pris un masque. Là où c'était 1, j'ai pris cette zone et tout le reste était noir. Là où c'est 3, regardez ici par exemple, ça c'est quelle zone? C'est ça où cette couleur-là. Donc c'est là où c'est vert. Donc là où c'est vert ici, donc ça correspond à cette image. Tout le reste, je l'ai mis à 0. Si je regarde celle-là, ça c'est du bleu. Tout ce qui est bleu, il est en blanc. Tout le reste, il est en noir. Celle-ci, c'est ce qui est en mauve. Tout ce qui est mauve est en blanc. C'est donc le premier cluster, le deuxième, le troisième. Le premier cluster, je n'ai pas regardé la couleur, mais je vais le trouver. Ça doit être ce qui est en jaune ou rouge, quelque chose comme ça. Je vois cette zone, elle est blanche. Probablement, c'est ce qui est en... Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. Si je regarde cette zone, c'est justement ce qui est en rouge. Ainsi de suite. Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc, chacune de ces régions, j'ai créé donc un masque. J'en ai pris 6. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé la matrice de concurrence uniquement sur les régions qui sont blanches, c'est-à-dire j'ai calculé la matrice de concurrence ici que ce qui est rouge. J'ai calculé la matrice de concurrence ici que sur ce qui est, j'arrive pas à voir cette couleur, peut-être que c'est du vert ou bleu, l'une de ces classes. Et je voulais savoir si ça allait me donner des choses différentes. Et je vois que ça marche aussi. Ça veut dire que c'est un descripteur que je peux rajouter pour différencier ces différentes zones que j'avais segmentées avec Camis. Donc ça va m'apporter un plus. Je vois que le contraste est différent pour cette image. C'est le contraste ici, ce que vous voyez. La première valeur, c'est celle de celle-ci. Je vais vous montrer ici, juste ça. Quand vous faites votre lecture, cette valeur, c'est celle-là. Celle-ci, c'est celle-là. Ça, c'est le contraste de cette image. Ainsi de suite. Donc, en fait, ce que je voulais voir, je voulais juste voir s'il y avait moyen de calculer la matrice de concurrence sur des gens déjà segmentés. Ça marche. Alors, juste pour revenir au programme, comment on le fait? Je reviens ici. Je vous montre juste comment je l'ai fait. En fait, j'ai segmenté mon image. Alors, où est-ce qu'il est? J'ai appelé le camis. Alors, je vois que je fais des fautes. Donc, j'ai segmenté mon image. Donc, rappelez-vous, quand on segmente, vous devez prendre l'image, la riche et épais, c'est-à-dire la mettre sous forme de vecteur. Elle devient un vecteur. Ensuite, vous devez fixer un critère. J'ai laissé exactement ce qu'on avait fait la dernière fois. J'ai défini donc le critère qui est donc le critère d'arrêt. Il faut qu'il atteigne le nombre maximum d'itérations et plus de changements, c'est-à-dire que ça bouge plus de moins 1. C'est-à-dire les centroïdes ne bougent de moins de 1.
Ensuite, on appelle le camis, en lui donnant les critères que nous avions choisis. On récupère les centroïdes. Donc l'image segmentée, c'est la body shape, image shape. Cette fois-ci, je n'ai pas pris center. D'habitude, je fais center, c'est-à-dire je prends la couleur. Là, tout ce qui m'intéressait, c'était de récupérer le label de l'image segmentée. Je vais vous montrer ici pour que vous le voyez. Alors, je l'ai appelé ASEG. Donc, je vais trouver, en fait, je vais trouver des valeurs entre 0. Alors, pas grave. Allez, ouvre là. Alors, ça, c'était avant de la reshaper. Alors, juste ici, normalement, je l'ai reshapée. Où est-ce qu'elle est? J'ai appelé... Non, pas celle-là. C'est pas celle-là que je voulais. C'était à segmenter. Alors, où est-ce qu'elle est? Juste pour vous voyez. Ça veut dire que le premier pixel, donc il l'a affecté au cluster 2, c'est-à-dire qu'il est le troisième, parce qu'il commence par 0. Voilà, je trouve donc des valeurs entre 0 et, comme j'ai pris k égale 6, je vais trouver des valeurs entre 0 et 5 qui correspondent à quoi? Qui correspondent à cette image. C'est ce que j'ai affiché ici. ASEG. Et regardez ce qu'on a affiché ici. J'ai ouvert ASEG et j'ai affiché ASEG en utilisant CMap HSV. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça, on connaît déjà. J'ai juste segmenté l'image. Après, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, tu crées un masque où npware a segment égale i. Je l'ai fait pour chacun des clusters. J'ai dit, j'en ai 6. Donc au départ, i égale à 0. Il me crée un masque avec toutes les valeurs qui sont égales à 0. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris, multiplié mon image avec le masque. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez comment on a créé le masque. Ce masque, il contient les valeurs 1 ou 0, qui correspondent à quoi? Si i est égal, donc pour le premier cluster, il va prendre tous les points qui sont à 0, il va leur donner 1, tout le reste à 0. Et qu'est-ce que j'ai fait après? Je l'ai multiplié par l'image. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans l'image? Ici, dans R image, est-ce que vous avez vu? Ici, dans ROI image, il y a tous les points dans le cluster, ceux qui appartiennent à 0. Regardez, je vais juste les prendre ces valeurs pour que les voyez. Voilà cette valeur-là. Oui, mais si je suis dans l'espace HSV, il m'a mis 5. Donc celle-là, c'est... Non, non, c'est pas celle-là. Donc je dois regarder ici. La voici. Regardez. J'espère que vous regardez ce coin-là. Voilà. Toutes les valeurs qui sont à 0. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un masque, donc il a pris l'image en niveau de gris, il a gardé toutes les valeurs qui appartiennent au cluster 0. Donc en fait, qu'est-ce que je vais trouver ici? Je vais trouver les images de l'image. Vous n'allez pas trouver des 0 et des 1. Vous allez juste regarder. C'est écrit 164, 153. Il a fait quoi? Il a retenu une partie de l'image qui était en noir et blanc, mais qui a été classée dans le cluster 0. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Et c'est pareil partout. Donc regardez comment on l'a fait dans le programme. Juste pour que vous compreniez. J'ai basculé trop rapidement. Ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'image, il la multiplie par le masque. Que contient le masque? Des 1 et des 0. Donc le ROI image, qu'est-ce qu'elle va contenir? Elle va contenir l'image en niveau de gris. Je l'ai appelée image. Et cette image en niveau de gris, elle ne va contenir que les valeurs. Je vais vous en ouvrir une pour que vous compreniez. Elle s'appelle ROI image. Parce que dans LBP, j'ai utilisé ROIP image pour être sûr. Donc, je n'ai pas utilisé. Je vais vous montrer que contient ROI image. Alors, ROI image, en espérant que je ne l'ai pas mise aussi ici. Je vérifie. Attendez, pour être sûr. Oui, j'ai utilisé la même variable. Je préfère faire ça. Je réexécute pour que vous voyez que contient l'image ROI. J'ai exécuté. Je ne vais pas laisser le temps. C'est bon. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, elle s'appelle ROI image. Alors, elle ne devrait pas être de taille 80, elle doit être de la même taille que le masque et de la même taille que l'image. Alors, j'ai mis... Pourquoi j'ai fait ça? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Celle-là, normalement, j'en ai... Bon, je ne vais pas l'effacer. Parce que là, je viens de voir que j'ai oublié ROI image. Non, celle-là, j'en ai pas besoin. Je vérifie juste quelque chose. Je pense que j'avais laissé l'instruction d'avant. Je vais réexécuter. Parce que là, c'est pour ça que quand vous écrivez votre programme, revérifiez toujours la taille de vos variables. Parce que c'est ça qui vous indique. Parce que là, en fait, ça, c'est la ligne du programme d'avant. Et ROI égale de... Quand je le faisais par morceau, et j'ai oublié de l'enlever. Donc, en fait, ce que j'étais en train de calculer, c'était pas la matrice de co-occurrence de la zone masquée, c'était de celle des régions que j'avais calculées auparavant. Alors, je vais juste
vérifier ROI image. Maintenant, regardez ce qu'elle contient. En fait, ROI image, elle va contenir, elle a la même taille que votre image, elle contient des zéros, sauf là où votre cluster est à 0. Je vais vous le montrer. Regardez, 172, 405. Je vais repérer ces valeurs dans mon image. Alors, je vais prendre mon image. Je vais essayer de repérer des valeurs pas trop éloignées. Bon, là, comme ça, j'aurais dû les garder. Juste pour vous expliquer comment fonctionne le masque. Bon, on va les garder. 448 et combien? Alors, je vais garder 441 et 11. On va le garder ici. Regardez si on prend l'image. Alors, elle s'appelle image. OK. Et je vais aller à la même position, c'est-à-dire la position 441 et 11. Et je vais prendre 11. 441. La plus grande valeur, ça doit être alors 441 comme ça. Et je fais 11. J'ai 1. Bon, je vais essayer d'utiliser le curseur. Voilà. Regardez ce qu'il a fait. Il a pris de l'image, c'est bien les mêmes valeurs. Vous avez 55, 58, 59, 69. Mais et toutes les autres sont à 0. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé un masque qui lui a dit tout ce qui appartient au cluster 0, tu vas les garder. Tous les autres, tu les mets à 0. Donc justement, on va regarder le cluster maintenant. On va regarder l'image segmentée, juste pour vous expliquer mieux. Si je regarde l'image segmentée, et je vais prendre les mêmes positions. Alors, j'ai pris pour k égale... Alors, on va y aller doucement. Ça doit être une des couleurs. Pour moi, ça devrait être 0, mais je vais vérifier quand même. Alors, 441. Ah oui, donc il a pris celle de 1. OK. J'ai pris donc 441. Et, non, c'est celle de 5. Regardez maintenant. Entre le masque, l'image. Donc, voici l'image. Voici la région d'intérêt et voici le masque. Vous voyez que ces valeurs qui sont là correspondent à la valeur 5. Donc, le cluster 5, il a été pris. Oui, pourquoi c'est 5 et c'est pas 0, 1 ou 2? Parce que moi, j'ai gardé dans ROI image, j'ai gardé le dernier cluster. Quand vous utilisez une boucle, vous mettez une boucle pour i allant de, je sais pas, de 1 à 10. Et vous utilisez la même variable b. Qu'est-ce que vous allez trouver dans b? Vous allez trouver la dernière valeur. Et la dernière valeur du cluster, c'est combien? Il y en a 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc le cluster 5, le voici. Donc tous ceux qui sont à 5, ils ont été retenus. On a retenu leur valeur dans l'image. Et tout le reste sont à 0. Et on a calculé leur matrice de concurrence. Je vais juste maintenant vérifier comment est leur matrice. Donc tout à l'heure, il y avait quand même un bug dans... C'est utiliser autre chose. Donc voilà, il a calculé vraiment le contraste de cette image. Pas de cette image. Le contraste des pixels qui sont à 0. Premier cluster. Ça, c'est le premier cluster. Ça, c'est le deuxième, troisième, ainsi de suite. J'ai fait exprès de vous donner des... J'aurais dû... Alors, les paramètres, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les images, il y en a 6. Ça, c'est une erreur. J'aurais dû prendre plus de clusters, juste pour vous voyez qu'il n'y a pas de lien. Là, j'ai 6 paramètres. Et ici, ce que vous faites la lecture ici, c'est le nombre de clusters. C'est-à-dire que si vous avez 10 clusters, vous trouverez 10 valeurs ici. Voilà pour la matrice de concurrence. Est-ce que vous avez une question par rapport à ça? J'ai essayé de vous l'expliquer du mieux que... Je vais aussi vous expliquer le programme pour que je vous explique un deuxième descripteur. Je ne pense pas qu'on fera les descripteurs de forme. De toute façon, les programmes, vous les avez. C'est Rive 8, je les ai mis sur la page perso. On les fera samedi prochain. Donc, voilà pour ce programme. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça avant que je vous explique un deuxième paramètre? Je laisse tel que c'est. Regardez bien, cette région, donc vous avez 7 valeurs, de 0 jusqu'à 6. Ça, c'est les paramètres. Vous en calculez 6, 3, 4. Chacune des valeurs correspond à une des régions. Mes étudiants, est-ce qu'il y a une question? Du moins ceux qui sont en train de me suivre. Ok. Prochain paramètre, ça s'appelle Local Binary Pattern. Je crois que c'est... Est-ce que c'était en 2000? J'arrive plus à me rappeler de l'année.
En fait, c'est un outil qui est très utilisé et le nombre de variantes qu'il y a eu de ce paramètre, c'est innombrable. Donc en fait, c'est quoi l'idée? C'est quelqu'un qui s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais comparer le pixel central au pixel qui lui sont voisins. Et puis je vais créer un seuil, c'est même pas un seuil. Je compare le pixel à celui qui lui sont voisins et je vais créer un code. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il dit toutes les valeurs qui sont plus grandes au pixel central, je leur affecte 0. Toutes les valeurs qui sont plus petites, je leur affecte 1. On regarde ensemble. Donc ici, la valeur centrale c'est 4. Est-ce que cette valeur est plus grande ou plus petite? Elle est plus grande. Je lui affecte 0. Celle-ci, plus grande, 0. Celle-ci, plus petite, 1. Je suis en train de créer, pas encore le code. Là, pour le moment, je suis en train de créer, on va dire, un précode. Allez, on va l'appeler précode. 1, il est plus petit que 4, donc je lui donne 1. 2, plus petit que 4, c'est 1. 7 est plus grand que 4, c'est 0. Et 3 est plus petit que 4, c'est 1. 5 est plus grand que 4, c'est 0. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye avec ça de sortir un code. Comment qu'il fait? Il choisit une direction. Il est obligé de choisir une direction. Donc, pas une direction, une origine. Il a commencé à travailler ici. Dans cet exemple-là, on commence ici. Et je fais, soit je travaille dans le sens des aiguilles d'une montre, soit je travaille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et qu'est-ce que je fais? Je vais sortir un code binaire de ça. En fait, qu'est-ce que je fais? Je prends ce code. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est ce code? Donc, si je travaille dans ce sens, ça me donne quel code? Je travaille, on a dit, dans ce sens. Ça me fait le code 1, 1, dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Il faut que j'en trouve 8, puisque les voisins, il y en a 8. Est-ce que j'en ai 8? C'est bon. Et qu'est-ce qu'il fait de ce code? Il se dit, c'est comme un code binaire. Ça, je vais multiplier par 2 puissance 0, ça par 2 puissance 1, ça par 2 puissance 2, ça par 2 puissance 3, ça par 2 puissance 4, 2 puissance 5, 2 puissance 6, 2 puissance 7, 2 puissance 8. Et je vais obtenir un code. Alors, ça nous fait quoi? 1 fois 2 puissance 0, ça fait 1. Plus 1 fois 2 puissance 1, ça fait 2. Plus 1 fois 2 puissance 2, ça fait plus 4. Plus 1 fois 2 puissance 4, alors 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Plus 16. Ah oui. Ah oui, il n'y a pas de... Je me suis trompée ici. Il n'y a pas de 1, il y a 8 codes. Attendez, je me suis... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, donc celui-là est multiplié. Je ne les ai pas mis côte à côte. Alors, regardez. Ça, c'est multiplié par ça, ça par ça, ça par ça, ça par ça, ça par ça. 2 puissance 5 par 0. 2 puissance 6 par 0. Et il me manque un élément. Attendez, je vais... Est-ce que je peux effacer? Je vais le reprendre tel qu'il est écrit ici. Il me semble que j'ai sauté un élément. Ou pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien sûr qu'il n'y a pas de puissance 8. Pardon. On ne peut pas avoir de puissance 8, ça fera déjà 256. On va dépasser 255. Donc, 1, je reprends. Donc, celui-là par 2 puissance 0, ça fait 1. 1 fois 2, ça fait 2. 1 fois 2 puissance 4, 2 puissance 2, ça fait 4. 0 fois 2 puissance 3, c'est 0. 1 fois 2 puissance 4, ça fait donc 16. Je somme tout ça, ça fait 16 plus 4. Ça fait 20, plus 2, 22, plus 1, 23. Et je trouve un code. Et qu'est-ce que je fais à ce code-là? Je l'affecte à une nouvelle image qui est là de ma sortie et j'affiche le code 23. Donc en fait, tous les codes que vous avez ici, toutes vos valeurs, elles sont comprises entre 0 et 255. Regardez ce qu'on obtient comme image. C'est ce que fait la LBP. Voilà l'image de la LBP, c'est ça. Ici, vous avez donc, j'ai affiché tous les codes qui sont de 0 à 255. Ça me donne une image qui vous donne, je ne sais pas pour vous, moi j'ai l'impression que c'est un relief. C'est comme si j'avais du tissu en velours ou un truc que je pourrais toucher, qui aurait une rugosité, par quelque chose de rugueux. Ça vous donne ça. Sauf que mes codes là, ils sont entre 0 et 255. Est-ce que ça va pour le calcul ou est-ce que vous voulez qu'on calcule un autre code? Si ce n'est pas clair, je vais le refaire pour le deuxième exemple. On va le faire pour ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a dit, toutes les valeurs qui sont plus petites, je les mets à 1. Les valeurs plus grandes, je les mets à 0. Ou, je peux aussi faire l'inverse. L'essentiel, c'est que j'adopte une des techniques. Alors, regardez pour cet exemple. Ils ont fait l'inverse.
Les valeurs qui sont plus grandes, elles sont mises à 1. En plus, vous devez prendre, vous vous dites plus grande, et bien sûr le égal, vous devez le prendre en considération. Soit vous allez le prendre avec les 1, soit vous allez le prendre avec les 0. Vous devez en tenir compte. Ici, on a fait l'inverse. On a pris toutes les valeurs qui sont plus grandes que 1, on leur a mis 1, et les valeurs qui sont plus petites, on les a mis à 0. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? 1 est plus petit que 5, donc c'est mis à 0. 2 est plus petit que 5, c'est 0. 2 est plus petit que 5, c'est 0. 6 est plus grand que 5, c'est 1. 1 est plus petit que 5, c'est 0. 3 est plus petit que 5, c'est 0. 1 est plus petit, pardon, alors regardez ici. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le cas supérieur ou égal. Quand on est arrivé à 5, 5 est égal à 5, on l'a pris avec les supérieurs. On a mis 1. Et ici, le dernier 9 est plus grand que 5, on a mis à 1. Encore une fois, vous avez un code binaire. Vous pouvez le commencer où vous voulez. Là, on l'a commencé d'ici. L'essentiel, c'est que vous commencez pareil pour tous. Ici, par contre, qu'est-ce qu'on a fait? Si je regarde bien, il a été commencé où? Alors, j'essaie de l'identifier. Alors, d'abord, est-ce que c'est dans le sens des aiguilles d'une montre? Alors, où est-ce que j'ai 3 zéros d'affilée? C'est ici. Alors, il a été commencé où ce code? Si je regarde bien, il se termine par ça. Il se termine par 11. Donc ici, ça veut dire que là, ce code-là, alors il a été pris comme ça. Il a été pris dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, si je le fais dans le sens inverse, ça me fait donc 0, 0, 1, 3, 0, 2, 1. Comment je développe le code? Parce que c'est ça le code qui m'intéresse. Je multiplie ça par 2 puissance 0, ça veut dire par 1. Donc ça, je ne le compte pas. Donc ça me fait 0 fois 2 puissance 0, plus 0 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 4, plus, alors combien il y a de 0 ici? Alors 1, 2, 3. Donc plus 0 fois 2 puissance, pourquoi j'ai mis 4 ici? 2 puissance 2. Plus 0 fois, alors 0 fois 2 puissance, attendez, je vais écrire les puissances à côté, mais ça ne va pas me suffire. Donc 0 fois 2 puissance 3, plus 0 fois 2 puissance 4, plus 0 fois 2 puissance 5, j'ai pris 3 zéros, donc plus 1 fois 2 puissance 6, plus 1 fois 2 puissance 7. Alors, donc tout ce qui est 0, je ne compte pas, donc ça me fait 4. Alors, 2 puissance 7, ça doit être 128. Et 2 puissance 6, ça doit être la moitié. Puisque normalement, 2 puissance 8, c'est 256. 2 puissance 6, la moitié de ça, ça me fait 64. Alors, ça me fait combien tout ça? Ça me fait 128. Alors, 8 plus 4 fait 12. 12 plus 4, ça fait 16. Je retiens 1. 1 plus 6, ça fait 7. 7 plus 2, ça fait 9. Et je trouve donc le code 196. Cet exemple-là, il a été, je voulais rajouter juste pour illustrer que c'est insensible, que la LBP est insensible au changement d'illumination. C'est-à-dire si vos valeurs, elles sont toutes shiftées par la même quantité, c'est le cas ici, elles ont été toutes shiftées par 3, vous trouvez exactement le même code. Alors, ça, c'est la LBP de base, c'est-à-dire c'est celle qui vous donne ce résultat. Entre-temps, on s'est dit, ça veut dire que moi, si ce que vous venez de voir là, donc si je commence ici ou je commence là, j'aurai un code qui est différent. On a fait ce qu'on appelle une LBP qui est invariante à la rotation. C'est-à-dire que vous commencez à compter à partir d'ici ou là, on va trouver le même code. On appelle ça la LBP invariante à la rotation. Et normalement, elle comporte 36 codes. Regardez le premier code. Ils sont tous plus grands que le pixel central. Là, le deuxième code, il y en a un qui est plus petit que le pixel central. Il y en a deux. C'est-à-dire ici, on ne fait pas la différence. Ça veut dire que ce code-là, ici, je faisais ça par exemple. Là, c'est un voisinage 8-8, d'accord? Là, imaginez que vous êtes là. C'est-à-dire on essaie de travailler sur un cercle. Donc, si je prends, je vais vous le travailler comme ça pour que vous voyez de quoi on est en train de parler. En fait, vos points, c'est ceux-là. C'est ceux-là qu'on voit sur le cercle. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire quoi? C'est de dire que, tiens, tous ceux-là sont plus grands sauf celui-là, je l'ai mis comme ça. Ou bien, j'ai les 7 cas. Ou bien, c'est ceux-là qui sont plus grands et uniquement celui-là qui est le petit. Et vous continuez. Donc, ça vous donne toutes les possibilités. On n'appelle pas ça la LBP invariante à la rotation.
Ce que vous voyez ici, voilà, c'est la LBP Rotation Invariant. Ça veut dire que le code là, que vous trouviez 0, 1, 1 ou alors 0, alors vous trouviez comme ça, voilà, ce code par exemple. Je vous explique, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous donnera toujours la même valeur. D'ailleurs, on prend le code le plus petit, celui-là. Ou bien, alors pourquoi je l'ai fait comme ça? Attendez, il ne me laisse pas effacer. Et alors, je voulais mettre le 0 au milieu, j'ai inversé. Regardez, ce code-là, ou alors ce code-là. Faites toutes les possibilités. Ou alors ce code-là. Tous vous donnent la même chose. On appelle ça invariant à la rotation. Ensuite, toujours, on a développé encore d'autres LBP. Donc tout ça, c'est des variantes. Mais je vous ai dit qu'il y en a encore beaucoup plus que ça. Ça, c'est vraiment les variantes de base. On a pris ce qu'on appelle une LBP uniforme. Alors, c'est quoi une LBP uniforme? C'est une LBP qui contient au maximum de transitions. Je m'explique. Si vous prenez celle-là, il n'y a aucune transition. Donc, ça, c'est uniforme. Si vous prenez celle-là, il n'y a aucune transition. Donc, rappelez-vous pourquoi c'est entre noir et blanc. C'est-à-dire, ce qui est en blanc, prenez un code, c'est 0 et l'autre, c'est 1. Regardez ici, j'ai combien de transitions, combien de passages de 1 à 0. J'ai celui-là et celui-là. Donc, elle est comptée comme une LBP uniforme. Je prends celle-là, j'ai combien de transitions? Soit de 0 vers 1, soit de 1 vers 0. J'ai une transition, une transition. Ici, j'ai combien de transitions? 1, 2, 3. Eh bien, ça, ce n'est pas uniforme. Alors, cette LBP uniforme, pourquoi on l'a faite? Parce que quand c'est une zone qui est homogène, donc ça va vous donner quelque chose qui est comme ça, soit c'est des 0, soit des 1. Si vous avez un contour, vous aurez plein de valeurs qui sont plus grandes que la valeur centrale, plein de valeurs qui sont plus petites. Vous avez affaire à un contour. Si vous avez ce qu'on appelle un coin, quelque chose qui est en coin, ben vous aurez aussi ça. Donc en fait, c'est pour détecter plus de caractéristiques distinctives. Et du coup, la LBP uniforme, elle me donne tous ces cas. Et là, vous avez regardé le cas que je voulais vous montrer tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est une LBP uniforme, mais qui n'est pas invariante à la rotation, puisque là, j'ai considéré que ça, j'ai considéré 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai considéré les 8 cas. Là, c'est une LBP, donc uniforme. Pourquoi uniforme? Parce qu'à chaque moment, vous n'avez que 2 transitions. Donc, vous avez mis tous les cas. Ça vous donne 59 possibilités. Ça, c'est une LBP uniforme, mais elle n'est pas invariante à la rotation. Pourquoi? Parce que je fais la distinction entre celui-ci, celui-là, celui-là. Si je veux maintenant une LBP uniforme invariante à la rotation, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je ne vais pas garder. Je vais enlever tout ça et je vais garder un seul cas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Qu'est-ce que je viens de faire? Donc je viens de trouver ce qu'on appelle, donc c'est ça, plus 1. Ce qu'on appelle la LBP uniforme et invariante à la rotation. Donc ce que vous aviez ici, ce n'est pas invariant à la rotation, puisqu'ici, on fait la distinction. Si c'est un point donc noir, plusieurs sont blancs. Donc ça veut dire si je le tourne, j'aurai quelque chose de différent. Alors que lorsqu'on ne fait pas de distinction entre tout cela, ça veut dire que celui-là plus celui-là, ils auront tous le même code. C'est ce qu'on appelle, là c'est vraiment la LBP de base. Après on a développé, on s'est dit tiens, pourquoi calculer juste un cercle pour rayon 1,8? Pourquoi ne pas calculer un cercle beaucoup plus grand, un cercle de 16 ou bien un cercle de 24 points en prenant une fenêtre beaucoup plus grande. Je vous montre le résultat qu'on obtient. Donc ça c'est la LBP uniforme. Et si vous regardez ici, j'ai bien mes 9 codes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je reviens ici. On a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais vous montrer comment on le fait maintenant par programme. Donc j'ai fait la même chose, j'ai repris le même programme. Ça c'est l'histogramme de la LBP, c'est-à-dire chaque code. C'est-à-dire j'ai pris cette image, on lui a fait son histogramme. C'est-à-dire combien de fois j'ai le code 0, combien de fois j'ai le code 1, combien de fois j'ai le code 2, jusqu'à 255. Et si je veux faire de la classification, quand même ça reste lourd de développer, de comparer un histogramme qui contient 256 valeurs. D'autant qu'un tout petit changement, il suffit qu'il y ait un peu de bruit. Regardez par exemple ici. Ici, au lieu qu'il y ait la valeur 3, qui est la valeur 5.
vous aurez un code totalement différent. Ici, vous aurez une valeur qui est nulle. Elle est très sensible au bruit. Donc, c'est pour ça qu'on a développé la LBP uniforme. Je vous montre maintenant. J'ai calculé aussi cette LBP pour les 6 régions de tout à l'heure. Moi, j'aurais dû le calculer pour 7. Je ne sais pas pourquoi je l'ai calculé juste pour celle qui est en blanc. J'ai dû mettre K égale 6 au lieu d'écrire K égale 7. Je l'ai calculé pour les 6 régions, mais je suis en train de calculer ici la LBP uniforme. Et vous regardez bien que si vous voulez faire utiliser ça comme descripteur, c'est ce qu'on appelle un descripteur. C'est quoi? C'est un vecteur, genre de réduction de données. Donc au lieu de dire, parce que regardez, ça c'est une image 80 x 80. Au lieu de prendre l'image et de chercher ça en comparant zone par zone, et ça, c'est cette partie qu'il y a là. Au lieu de faire ça, c'est quand même plus simple, c'est de la réduction de données, d'avoir quelque chose qui contient 9 éléments. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le descripteur soit différent. Celui-ci est différent de celui-là, est différent. Donc, si je faisais une comparaison point par point, je fais ça moins ça au carré, plus ça moins ça au carré, plus ça moins ça au carré, et je divise par le total. Ça revient à faire ce qu'on appelle la distance euclidienne. Vous faites somme des xi moins yj au carré et vous divisez par 1 sur n. Vous êtes en train de calculer la distance euclidienne. Et ce qu'on appelle la distance de Minkowski, c'est la même chose, c'est somme des xi. Parce qu'on va parler un petit peu de distance à un moment donné. Alors on prend, alors c'est 1 sur, que je ne dise pas de bêtises, c'est m. Et après on fait racine. Quand on fait, une fois qu'on a fait la somme, on fait 1 sur m, il me semble. C'est pas racine. On fait la somme, pas comme ça. Ça m'embête, il ne met pas le CTRL Z. Alors, il n'y a pas de racine. Tout ça, une fois que j'ai calculé la somme des éléments au carré, je fais 1 sur m. Parce que la distance euclidienne, on fait ça. C'est la distance de Minkowski en prenant juste m égale 2. En fait, on fait x, y, i au carré. Donc, le au carré sur chaque élément. Une fois qu'on a fini, on fait la racine. Donc, c'est comme si vous aviez fait puissance n demi. Ce qui m'intéresse ici, et ce que je veux, sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que c'est un descripteur. Il est censé décrire l'information que vous avez par rapport à chacune de ces gemelles. Rappelez-vous qu'elles sont toutes vertes et que certaines ont été classées dans la même zone parce qu'on a utilisé un descripteur de couleur, alors que les feuilles du palmier, celles du lierre, celles de l'herbe, ce n'est pas la même chose. Ce sont 3 choses différentes. Et le descripteur que je calcule, donc 2 textures, puisque la texture, ça calcule un paramètre qui met en avant la façon dont les intensités sont distribuées dans l'image. Alors, je reviens. Et si vous remarquez ici, en fait, j'ai utilisé que ça. Hein. Regardez combien il y en a. J'ai utilisé ça et l'approche est ça. Donc, local Bilali pattern et gray level coherence matrix. Alors que la prochaine fois, on fera les descripteurs de forme. Mais regardez combien il y en a. Je reviens juste au programme pour vous montrer comment fonctionne la LBP. Je ne pense pas qu'on ira au descripteur de forme. Je vais vous montrer juste comment fonctionne la LBP. Et on s'arrêtera là. On fera le descripteur de forme samedi prochain. Parce que je pense que c'est assez pour une séance. Je suis juste en train de mettre ça en commentaire pour que ça ne m'embête pas trop. La segmentation, ça, j'en ai pas besoin. Peut-être que j'ai fait une segmentation. Je n'en sais rien. Est-ce que j'ai calculé la LBP? Alors, je vais vous montrer, comme tout à l'heure, comment elle est calculée. En utilisant... Alors là, regardez, j'ai utilisé un rayon de 1 et le nombre de points, c'est toujours 8 fois le rayon de 1. Je vous avais montré que les points tout à l'heure, c'était 8, 16 et 24. Donc, si vous prenez R égale 2, ça fera 8 fois 2, 16. Si vous prenez le rayon égal, quand on parle de rayon ici, je vais vous le remettre sur l'image. Quand on parle de rayon, c'est la distance par rapport ici à ce pixel. Ici, c'est une distance de 1. Ici, ce rayon-là, entre ce pixel et là, votre rayon égale 2. Ici, entre celui-là et celui-là, votre rayon égale 3. Après, lui, quand il fait le calcul, il cherche vraiment ses points. Il fait même sur certaines formes de programme, il fait même carrément une interpolation. Il essaie de trouver vraiment le point qui se trouve ici sur le bord, sur l'intersection, et il le calcule. En faisant une interpolation des points, c'est-à-dire pour calculer la valeur de ça, il va interpoler les points qui sont sur ce carré. Et en plus, suivant la distance, à quelle distance il se trouve, en faisant des pondérations. Je reviens juste ici pour vous montrer comment fonctionne le programme. Je vais juste fermer ça, ça, ça et ça. Bien.
Donc, vous lui donnez le rayon, le nombre de points. Ici, j'ai... Ah oui, je vous disais tout à l'heure qu'elle elle était très sensible au bruit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai filtré l'image. Je pense que si je l'ai fait, c'est que j'ai dû avoir de mauvais résultats au départ. J'ai filtré l'image avec un filtre 5 x 5/25. Donc, c'est un filtre moyenneur qui contient donc 5 x 5. Et j'ai divisé par le total qui est 25. J'ai filtré mon image. Bon, on peut de toute façon l'essayer avec et sans filtre. Tiens, allez, on va le réessayer sans filtre. C'est que je l'ai fait, c'est que ça avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. On réexécute. Alors, je suis censée voir quelle figure. C'est la figure... J'ai mis toutes les variantes. Alors, ça n'a pas dû me donner un joli résultat, sinon je ne l'aurais pas fait. Juste pour vous montrer ici. Alors, il me semble que j'ai une partie de programme qui me manque, parce que normalement je suis censée l'exécuter aussi avec le Camis. Non, je suis censée faire une classif avec... Ou peut-être pas, j'ai fait avec RAG. Non, non, je n'ai pas fait le programme de la classification. Alors, regardez. Alors, je fais faire comme tout à l'heure. Je mets CTRL-I. Après, on va voir les résultats. Juste pour vous expliquer d'abord comment ça fonctionne. Alors, il vous dit que vous pouvez calculer donc la LBP. Vous devez lui donner donc une image. Quand même, il la cherche en niveau de gris. Donc, si vous voulez la faire en couleur, il faut mettre ça dans un programme. Calculer pour chaque bande. Le nombre pour le voisinage, vous devez lui donner votre voisinage. Donc, il travaille donc sur un voisinage circulaire symétrique. Vous devez lui donner votre rayon. Vous pouvez choisir la méthode. Est-ce que c'est la méthode par défaut? Alors, qu'est-ce que c'est que par défaut? Quand vous calculez la LBP par défaut, c'est celle qu'on avait faite tout à l'heure. C'est-à-dire, elle n'est ni invariante à la rotation, ni elle est uniforme. Elle contient 256 bins. C'est pour ça qu'écrit ici, quand j'ai calculé l'histogramme, j'ai mis 256. Vous pouvez calculer ROR. ROR veut dire Rotation Invariant. Vous pouvez calculer la uniforme. Vous pouvez calculer uniforme, mais non Rotation Invariant. Et vous pouvez calculer, il y en a une, il manque une, ROR. Ah oui, uniforme. Donc, quand vous calculez uniforme, ça veut dire qu'elle est non seulement uniforme et invariante à la rotation. Si vous écrivez NRI, ça veut dire qu'elle est uniforme, mais elle n'est pas invariante à la rotation. C'est-à-dire que vous avez calculé celle que j'avais mise ici. Celle-là, ça s'appelle NRI, Non-Rotation Invariant, mais elle est uniforme quand même. Si vous prenez que ça, c'est uniforme. Voilà comment il travaille. De toute façon, il vous le donne sur le help. Par défaut, c'est la LBP originale. Donc, elle n'est ni invariante au changement d'échelle, ni invariante à la rotation. Alors, voilà, on vous l'explique ici. Donc, uniforme, ça veut dire qu'elle est... Voilà, uniforme, ça veut dire qu'elle est aussi invariante à la rotation. Ici, not rotation invariant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme paramètre? Donc, l'image, le nombre de points et le rayon. C'est pas par défaut, on calcule la LBP. Une fois qu'on calcule la LBP, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une image. Et cette image-là, on peut calculer son histogramme. Comment on calcule son histogramme? On prend l'image et on lui dit NP histogramme. On lui dit le nombre de bins. Lorsque vous calculez celle-là, celle qui n'est pas invariante à la rotation, le nombre de bins, c'est 256, puisque vous avez des valeurs de 0 à 255. Si vous décidez de calculer celle qui est, alors ROR. ROR, c'est laquelle? Rotation invariant. Elle a combien de codes? Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 0,256. Là, j'ai fait une erreur. Alors, je regarde le nombre de codes, de celle qui n'est pas de celle. Alors, rotation invariant, elle a 36 codes. La uniforme non invariante, elle a 59. Donc, je cherche, ça fait 36 codes. Donc, je vais corriger ici. Quand je fais le nombre, alors, je reprends là. J'ai dû faire copier-coller, je n'ai pas fait attention. Donc, ROR, Rotation Invariant, elle contient 36 codes. Donc, je vais faire ici 36. Et je vais faire ici, pardon, j'ai écrit 34. Et je vais faire 36. Et pour celle qui est donc uniforme, il vous donne comment calculer directement. Parce que si c'est celle de... Elle contient 9. Si c'est celle de 16, vous avez carrément une formule qui vous permet de les calculer. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Figure 4. On affiche l'image LBP. On affiche l'image LBP rotation invariante. On affiche l'image LBP non seulement rotation invariante, mais en plus uniforme. Et on a affiché l'histogramme. Ah oui, parce que en fait, je l'ai calculé, apparemment, je ne l'ai pas affiché. Donc, j'ai affiché juste l'histogramme de celle-ci. C'est pour ça que je n'ai pas vu l'erreur. On exécute ce programme.
Si je l'ai déjà fait, on va aller voir directement. Moi, je vais exécuter de préférence, surtout quand je fais des changements. Alors, ça s'appelle figure 4. Alors, on regarde figure 4. Donc, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ah oui, je voulais vous montrer tout à l'heure. Regardez sans filtrage ce que ça donne. C'est vraiment très très bruité. Regardez l'image comment elle est. C'est très bruité. Regardez la LBP, que ce soit la LBP, celle invariante à la rotation ou celle uniforme. C'est pour ça que j'ai rajouté. Maintenant je vais. C'est pour ça que je vous dis sûrement que je l'ai fait au moment quand j'ai préparé le cours il y a une quinzaine de jours. Donc après j'oublie les changements que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait parfois. Donc on va réexécuter cette fois-ci. Qui est vraiment sensible au bruit. Parce que dès que vous changez, regardez, vous comparez la valeur 10, c'est un 11 ou c'est un 9, il y a tout le code qui change. Donc, on regarde figure 4. Justement, elle a été lissée. Et vous avez quand même un histogramme beaucoup plus parlant. On sent vraiment le relief. On voit le feuillage. Regardez ici. Regardez. On sent vraiment le relief. Je vais le faire pour celle-là aussi. Regardez. Avec ça, il a quand même détecté toutes ces zones-là. Donc peut-être en utilisant un masque beaucoup plus grand, peut-être que je pourrais éliminer ces zones-là. Voilà, donc l'histogramme qui est de 0 à 255, c'est celui-ci. Et là, j'ai affiché juste celui de celle-ci, celle qui est LBP invariante à la rotation et uniforme. Ce que vous avez ici par contre, plot figure 5, en fait, j'ai fait la même chose que ce que j'avais fait tout à l'heure. C'est-à-dire, j'ai segmenté l'image. Donc, il ne faut pas que j'enlève la partie segmentation, elle est là. Et dans figure 5, en fait, je calcule directement l'histogramme de la LBP et j'ai pris directement uniforme. Le voici, donc c'est ce que vous voyez sur figure. Pourquoi je ne le vois pas sur figure 5? Je vais exécuter, j'ai dû la fermer. J'ai fait la même chose que tout à l'heure. En fait, j'ai calculé, oui, c'est celle-là. J'ai calculé la LBP sur les différentes régions de tout à l'heure. Donc, j'ai pris chacune des régions et j'ai calculé sa LBP. Au lieu de calculer la LBP sur toute l'image, je l'ai calculé juste par région pour voir si vraiment c'était différent. Et on voit, donc j'ai calculé la uniforme. Alors, ici, quand il calcule la uniforme, on avait parlé tout à l'heure de 9 codes. Je regarde juste là. Ici, je vois 10. Je vais vous dire c'est quoi le dixième. En fait, tous les codes qui ne sont pas uniformes, il les rassemble, il les met en dernier ici. C'est pour ça que vous trouvez toujours la valeur, souvent, la valeur la plus grande, c'est la dernière ici. En fait, il a 9 codes et tous ceux qui ne sont pas uniformes, il les rassemble et il les met dans le dernier qui est là. Alors, si on regarde bien, est-ce que alors si je regarde le premier code 0,1, il faudrait voir le premier. C'est-à-dire, vous avez, donc si c'est une zone homogène, qu'est-ce que ça va donner? Si c'est une zone hétérogène, il faudrait voir les codes et essayer d'interpréter sur l'image. Ce qui m'intéresse ici, moi, c'est quoi? C'est de voir que ce descripteur, encore une fois, un descripteur, c'est quoi? C'est un calcul que vous faites sur une image et qui va vous servir après de comparer deux images. Au lieu de comparer ça avec ça, qui point par point, peut-être ici, c'est la même chose que ça, je vais comparer directement un descripteur. Je pense que l'on va s'arrêter là, ça fait quand même 1h15. Je préfère laisser les descripteurs de forme pour samedi. Est-ce que je voulais vous montrer quelque chose d'autre? Je ne pense pas. Ce que j'ai mis après la LBP, je vérifie juste quelque chose. Alors, non plus, c'est pas ça. Alors, où est-ce qu'il est mon affichage? Alors, non. Voilà, donc vous pouvez, je vous ai cité que quelques-uns, vous pouvez en voir plus. La prochaine fois, on verra les descripteurs de forme. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Je vais arrêter l'enregistrement. S'il y a des questions, je vais y répondre.